C'est parti. Direct en jeu, la radio insolite, un peu triste puisque c'est quasiment la dernière sur le Festival Lumière, 16e édition, 15 ans. Enfin, j'ai souhaité clôturer, alors je ne veux pas complètement clôturer parce que demain, je rappelle qu'on a sorti les usines Lumière, pilotées par Isabelle Huppert, qui est notre prix Lumière 2024. Mais je voulais avoir une dernière interview. Il y a tes groupes qui me disent bonjour, Marc. Je disais, je voulais avoir une dernière interview Hello. avec Marc Durand, Colère Lumière. Alors, vous avez bien entendu, ce dernier nom, il y a marqué Lumière. Parce que Thierry Frémaux, au mois de mai 2024 à Cannes, a fait quelque chose qui ne se fait pas, puisque en plein Cannes, il a annoncé, sur la plage du CNC, du Centre national de la cinématographie, il a annoncé qu'en 2025, l'Institut Lumière et la ville de Lyon allaient fêter les 130 ans du cinématographe. Et voilà pourquoi j'avais envie de finir toute cette semaine assez conséquente avec toi, Marc. Bonjour, Marc. Bonjour, chers amis, et merci de me recevoir sur vos ondes. Alors, Merci à oui, toi, Alain. je- excuse-moi, Marc, je fais un peu d'humour, mais tu as un nom rallonge. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Heureusement qu'il y a marqué lumière à la fin. Alors, on va faire au plus simple. Mon nom, c'est Marc Durand, et je suis donc l'arrière-petit-neveu d'Auguste et Louis Lumière, mon arrière-grand-mère étant une de leurs sœurs qui s'appelait Jeanne. Donc, mon nom, c'est Marc Durand. D'accord. Et sur les réseaux sociaux, j'ai rajouté Keller Lumière, qui sont les noms de mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère. Parce que des Durand, il y en a un peu dans le monde. Ah oui, c'est Parfois, Duranté? ça C'est permet aux gens de Duranté me ou retrouver. Durandé? C'est un Durand avec un D comme au début. D'accord. Parce que bon, tu as aussi quand même, Ah dans bah une bande oui, oui, dessinée un oui. peu Ah connue, bah écoute, ah oui, tu sais, les officiers d'état civil ne savent pas toujours très bien écrire. que fais-tu dans la vie, s'il te plaît? Parce qu'on s'est déjà rencontrés, on Ah, s'est oh, croisés. oui. À l'heure actuelle, je prépare ma retraite. Mais avant cela, je suis toujours d'ailleurs chargé d'études documentaires aux Archives nationales. Mon travail principal est de gérer des archives notariales. Et au travers de ces archives notariales, je suis devenu au fil des années et des décennies même un historien du cinéma et des premiers temps du cinéma comme de la photographie. Donc j'ai eu la chance d'avoir une double casquette à la fois professionnelle de par justement mes activités aux Archives nationales depuis plus de 30 ans, et puis aussi familiale. Donc, ce qui m'a permis d'ouvrir des placards pas toujours faciles à ouvrir, déjà pour trouver la clé et en plus la serrure. Et moi, j'ai cette chance d'avoir cette double casquette. Donc, mes interventions, comme aujourd'hui, sont beaucoup plus liées à mon travail professionnel, comme je le dis toujours, que aux quelques globules rouges que j'ai en commun avec l'inventeur du cinéma. Donc, c'est ça qui est important pour moi. C'est que le public sache que mes connaissances ne sont pas dues que à mes origines familiales, mais essentiellement à mes travaux historiques que que je fais depuis plus de 30 ans. Alors, Voilà. j'exagère un tout petit peu, mais bon, Mm. quand on parle d'archives, on a l'impression d'être dans une bibliothèque où il y a plein de petits casiers, il y a plein de petits Mm. dossiers, et puis tout est trié comme ça. Bon, je suppose qu'aujourd'hui, on utilise tout ce qui est informatique et tout. Mais Oui. tu, tu... qu'est-ce qui t'a donné envie de Alors, faire ça? ben, j'ai passé des concours au ministère de la Culture. Bon, j'ai eu la chance de réussir. Bon, franchement, j'ai toujours pas compris comment. Franchement, c'est vrai. Et puis, bon, je me suis très vite rendu compte que ce qui était indiqué dans les ouvrages il y a 30, 40 ou 50 ans manquait de précision parce que justement ces petites boîtes dont tu viens de parler n'étaient pas encore accessibles au public. Et donc moi, j'avais la chance d'avoir accès à ces petites boîtes d'une manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus pratique que tout le monde, puisque c'est moi qui gère les petites boîtes. Donc voilà, c'est cet accès qui m'a facilité beaucoup la vie et qui m'a donc permis d'éclairer un peu, mettre en lumière, pour faire un bon jeu de mots, la vie, pas seulement des frères Lumière et de leur famille, mais aussi de celles et ceux qui ont participé à l'essor de la cinématographie et aussi à la naissance de la photographie.
Bon, c'est un domaine donc qui couvre du début du 19e siècle jusqu'à nos jours. Et ces petites boîtes, elles sont difficiles parfois pour comprendre leur accès parce qu'en effet, c'est pas de la documentation qui est très connue d'abord. Tu parlais des liens qu'on peut avoir sur Internet. Il faut avoir un peu un ordre d'idée. À peu près aux archives nationales, tout ce qui existe, les milliards de documents qui existent, il y en a à peu près 7 à 8% de repérés. Ou que, Seulement. oui, quand tu as quelques milliards de documents, tu peux avoir quelques millions d'accès. Donc, c'est ce qui est aujourd'hui très compliqué à faire sentir au public. C'est que toutes les informations que l'on a en tapant une requête sur Google, et quand on a en une demi-seconde des dizaines et des centaines de réponses, en réalité, tout ça se recoupe. Et ce n'est qu'un accès partiel à la réalité des choses. Et mon métier, bah, c'est de donner la possibilité à des gens qui ont le temps et le souhait d'aller justement plus loin. Et c'est toute la difficulté de ce travail. C'est voilà, de faire ressusciter les morts. J'aime beaucoup ce terme que j'emploie souvent. Voilà, je ressuscite un peu les morts, j'essaye de retrouver qui était telle et telle personne pour essayer ne serait-ce que de savoir quel âge ils pouvaient avoir au moment de leur activité, leur âge, leur métier, leur surface financière, d'où le sortaient-ils, que sont-ils devenus, est-ce qu'ils sont devenus riches, est-ce qu'ils sont devenus pauvres, avec qui se sont mariés, est-ce qu'ils ont eu des enfants. Enfin, c'est un peu pour un photographe, je fais un peu l'histoire en négatif, mais du côté photographique. Tu vois, il y a un négatif, comme pour le cinéma, et puis de ce négatif, on tire des positifs. Moi, mon métier, c'est de faire le négatif de la photo pour qu'ensuite on puisse tirer des positifs et que le public puisse avoir accès à, si tu veux, un peu à de la farine et que lui, le public puisse faire du pain ou des gâteaux. Je trouve C'est que ça que je produis en réalité. l'image est très jolie, si je puis me permettre. Mais j'essaye, oui, parce que c'est un métier difficile et compliqué à comprendre. Donc, j'essaye toujours de trouver des analogies qui permettent aux gens un peu de comprendre un peu ce qu'est ce métier d'archiviste qui est très, très, très obscur dans l'esprit des gens. On voit très souvent les gens, quand j'explique que je travaille aux archives nationales, quelquefois, très souvent, on me dit après, ah oui, oui, vous êtes à la Bibliothèque nationale. Non, je ne suis pas à la Bibliothèque nationale, ni au Musée national Non, c'est autre chose. Alors, Voilà. Mm. c'est bien parce que, alors, je tiens à rappeler que moi, je suis en direct du village du Festival Lumière. Donc, vous voyez le village qui Mm. tourne derrière moi en ce moment. Ah oui, Il oui, oui, y a plein oui, de il y gens a de qui passent, l'activité. et c'est tout. Et derrière, on ne voit pas bien, mais derrière, on a quand même ce qu'on appelle le nouveau musée Lumière, puisqu'il y a eu des travaux, il a rouvert, et Mhm. on a toute cette histoire du cinématographe qui est présentée à l'intérieur et tout, avec tous ces appareils. Et c'est vrai que bah, ici, on est un peu dans la capitale du cinéma. Et moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'ils avaient fait, ces trois génies, puisqu'ils étaient trois, il y avait le père et le fils, comment ils avaient fait pour lancer ce truc qui aujourd'hui est tout à fait naturel chez nous, c'est-à-dire ça s'appelle le cinéma. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Alors, il faut comprendre d'abord que les frères Lumière, alors papa, le Pépé Lumière, Antoine, avait créé 15 ans avant la naissance du cinéma, un peu moins de 15 ans, une entreprise qui fabriquait du matériel pour la photographie. Le père Lumière était photographe et puis un jour, il a compris que son métier allait disparaître parce qu'il y a un Belge qui s'appelle Van Montkoven qui a créé un produit photographique, les plaques au gélatino-bromure d'argent, les plaques sèches. Et Antoine Lumière a compris que les gens allaient pouvoir faire eux-mêmes de la photo. Donc, il a arrêté son métier de photographe et il a créé avec ses fils, il les a émancipés, parce qu'ils avaient chacun 17 et 19 ans. Donc, il les a émancipés et il a créé une société qui a failli couler. Ça marchait très mal. Et Louis Lumière, à l'âge de 17 ans, a inventé un produit, une nouvelle plaque
à partir des plaques qui existaient déjà, mais de bien meilleure qualité. Et donc, avec ces plaques, il a fait fortune en moins de 10 ans, et au bout d'une dizaine d'années, cette petite société lyonnaise, euh, sur les rives de Montplaisir, était devenue la première entreprise européenne de plaques photographiques. Leur principal concurrent était Eastman Kodak aux États-Unis. Et donc, ça, c'est très important de comprendre qu'il y a eu que le cinéma est né parce que les Frères Lumière avaient une assise économique et financière qui leur a permis de mettre en œuvre cette invention. Il y a quelques années, un des petits-enfants, Maurice Rarieux-Lumière, qui est un des petits-fils de Louis, m'avait dit, tu sais, mon grand-père, c'est un bricoleur de génie. Et on s'était mis un peu d'accord en disant que voilà, tu prends un mécano, tu sais, c'est ce jeu que les petits garçons avaient il y a bien des années. Et donc, la plupart des gens, les petits garçons, vont construire un petit objet avec des morceaux de mécano, mais lui, le père Lumière, Louis Lumière, lui, il construisait de la tour Eiffel. Il avait une capacité absolument extraordinaire pour inventer quelque chose. Dès qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il trouvait le moyen, des moyens totalement... C'est complètement hallucinant ce qu'il a pu mettre au point, des choses totalement, quelque part, assez inutiles. Par exemple, euh, je donne deux exemples qui sont à l'opposé du cinématographe, qui est un appareil à son époque qui est équivalent à un téléphone portable par rapport à nos téléphones d'il y a 30 ans. Il a inventé, par exemple, la première, si j'ose dire, essoreuse à salade, le truc qui tourne avec en centrifugeuse, où il avait mis au point aussi, dans ses vieilles années, quand il faisait tomber un objet, il ne pouvait pas se baisser, il était perclus du rhumatisme. Donc, il avait inventé une espèce de pince-main, une pince avec un tire-bouchon à la fin. Donc, c'était comme une pince à sucre, mais télescopique. Il avait fait la même chose avec un fusil sous-marin pour un de ses autres petits-fils. Il avait inventé ça, il avait mis au point le premier fusil sous-marin. Et pour terminer, à la fin de sa vie, quelques jours, quelques heures avant de décéder, il n'arrivait plus à respirer. Et on lui a donné, à l'époque, il y avait ça déjà, il y avait des bouteilles d'oxygène avec un tuyau. Et donc, il a pris ça et puis il n'arrivait pas à respirer. Et il a pris une feuille, un papier, il a décidé un masque à oxygène avant de mourir. Donc, le génie de Louis Lumière, c'est ça. Et donc, il a réussi à créer cet appareil, paraît-il, en une nuit d'insomnie quand il avait la grippe, où il a réussi, je pense qu'il savait déjà comment faire pour avoir des images animées. Donc, c'était un mécano qui était sur la table, et lui, il a réussi à rassembler ce mécano pour en faire un cinématographe. Donc, il a conçu cette idée, et il a eu la chance aussi avoir à ses côtés un menuisier qui en réalité était un ingénieur qui s'appelait Charles Moisson, qui, sur les directives de Louis Lumière, a fabriqué le premier appareil cinématographique qui aujourd'hui est conservé au CNAM à Paris, au Conservatoire des Arts et Métiers. Et ensuite, il a changé un peu le mécanisme à l'intérieur et il a fait construire ces appareils, 500 en tout, auprès d'une grande société de fabrication de matériel scientifique euh, qui était dirigée par Jules Carpentier, qui a fini à à l'Institut lunaire. Belle erreur. À l'Institut de France, comme nous. Donc, il était très, très bien entouré. Il avait une conception absolument incroyable des choses, ce qui leur ont permis donc d'avoir, avec cette assise financière, de pouvoir acheter le matériel, de faire fabriquer ces appareils qui valaient à peu près, à l'époque, à peu près 5 000 francs. 5 000 francs, c'est
c'était l'équivalent d'un salaire d'un professeur d'université. Donc il y avait aussi cette assise financière derrière eux qui leur ont permis après de faire vivre cet appareil et de former une quinzaine de jeunes gens. Le plus jeune, je crois, avait 17 ans, c'était Doublier, un des ouvriers de l'usine, et l'usine qui avait plus de 350 ouvriers et ouvrières. Et donc, ils ont formé des gens. Et c'est grâce à ça que le cinéma aussi est devenu a eu un succès, c'est une véritable traînée de poudre, un éclair, puisque un an après son invention, l'Amérique du Nord, l'Asie, une petite partie de l'Afrique, l'Afrique du Nord, étaient déjà couverts. Il y avait qu'en Amérique du Sud où ils ne sont pas encore allés. Ils sont allés au Mexique, mais c'est l'Amérique du Nord, le Mexique. Voilà. Question toute bête, Hmm. il fallait, ça n'existait pas avant. Mais d'où cette idée de vouloir faire des images animées? Parce que bon, le Oui. cinéma, c'est vu. Alors, Je suis un peu basique hein, dans l'explication. non, non, mais c'est très bien de poser des questions, les questions que tout le monde se pose. Alors, pourquoi il y a eu ça? Alors, souvent dans la vie, les choses finissent exactement à l'envers pour lesquelles on les a conçues. Donc, à l'origine, ce qui intéressait surtout, par exemple, le corps médical ou les médecins, c'était la décomposition de l'image. C'était de savoir, de comprendre. Par exemple, on rêvait de voler et même d'aller sur la Lune avec Jules Verne et plus N'importe tard quoi. Georges Méliès. Mais N'importe Georges quoi. Méliès, lui, il est allé sur la Lune. Il en est même revenu. Donc, l'idée, c'était de décomposer le mouvement, surtout d'un point de vue médical aussi. Donc, il y a eu un médecin, Étienne Jules Marais, à Paris, à Boulogne, avec un de ses élèves, disons, Georges Demény, qui ont réussi eux aussi à décomposer ce mouvement. Alors ça vient d'assez loin. On est en 1890-92 hein, pour Étienne Jules Marais, qui lui va réussir à fabriquer des appareils photographiques qui permettent de décomposer le mouvement. Par exemple, comment est-ce qu'un oiseau, ça vole? Parce qu'on espérait pouvoir voler, donc on s'est dit, au début, il y avait des avions qui battaient de l'aile. Ils ont vraiment battu de l'aile d'ailleurs après. Mais auparavant, on avait fabriqué d'autres appareils. Et vers 1878, il y a un Américain qui s'appelle Edward Muybridge, qui a mis au point un appareil, enfin, c'est pas un appareil, c'est une série de vues photographiques, de photographies avec des appareils photographiques. Et il a réussi à photographier la course d'un cheval au galop. Alors ça nous semble aujourd'hui enfin, totalement délirant, mais c'était une question très importante, entre autres pour les peintres. Parce que les peintres, ils se posaient la question de savoir, l'idée des physiologistes, c'était que le canasson, qui pèse quand même 300 à 400 kilos, à un Mhm. moment donné dans sa course, il est sur un sabot, sur une seule patte. Donc, pour les peintres, pour beaucoup de gens, ça leur apparaissait inconcevable, ça, qu'un cheval, qu'une bestiole de 300 à 400 kilos puisse, à un moment donné, tenir debout, sans se casser la gueule, avec sur une patte. Et donc, Édouard Muybridge, grâce à cette série de photographies qu'il a faites à Palo Alto, aux États-Unis, il a réussi à prouver que le cheval était réellement sur une patte. Ensuite, il y a eu d'autres. La photographie, excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est des idées qui me viennent comme ça. La photographie, c'est le mariage des sciences et des arts. Donc, ça, c'est le côté artistique de la photographie, l'histoire du cheval. Mais il y a eu d'autres choses du côté scientifique et, entre autres, dans le domaine de l'astronomie. L'astronomie était un domaine très important pour les, disons, les photographes, puisqu'ils étaient, les premiers photographes, en réalité, étaient des astronomes. C'était François Arago ou Charles Malus, par exemple. En 1820, ils ont essayé de photographier les phases de la Lune. Donc, c'était plus intéressant, bien sûr, de photographier la Lune. Ça évitait de faire des petits dessins et que ça bouge tout le temps, plutôt que de regarder dans l'objectif d'une lunette astronomique.
C'était compliqué. Donc, ils ont eu cette idée très tôt, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à fixer l'image. Ils ont réussi à la prendre, mais l'image, elle a disparu tout de suite. Le problème de la photo, c'était ça aussi. C'est de faire une image sur un support, mais que cette image, elle reste. Bon, c'est Nice Formideps en 1827. Dans 2 ans, c'est le bicentenaire de la naissance de la photo, qui a réussi à faire ça. Et donc, beaucoup plus tard, il y a l'observatoire, le directeur de l'Observatoire de Paris, Jules Janssen, qui a réussi, lui, à photographier. Il a inventé un fusil photographique. C'était le terme, on trouve ça sur Internet facilement. Et lui, il a réussi à photographier le soleil et aussi un truc qui nous semble un peu délirant aussi, c'est le passage de Vénus devant le Soleil. Hein. Vénus passe devant le Soleil. euh, bon, je ne veux pas dire d'ânerie, donc je crois que c'est tous les 11 ans, tous les 40 ans. Enfin, Vénus passe pas tout le temps devant le Soleil. Alors ça, c'était important dans les années, je crois que c'est dans les années 1875-85, puisque je crois que c'est à peu près ça, dans ces eaux-là, où ça a permis par des calculs de trigonométrie, de calculer l'exacte distance de la Terre au Soleil grâce à ce passage de Vénus. Donc, pour les mathématiciens, ils comprennent, puis pour les autres, vous irez regarder ce que c'est que la trigonométrie. Comme moi d'ailleurs. Et voilà, donc ça a permis de répondre à plein de questions, la chronophotographie, c'est-à-dire cet art de décomposer le mouvement. Donc, la chronophotographie est la mère de la cinématographie, puisque d'un côté, on peut décomposer le mouvement, ça veut dire que de l'autre côté, on peut le recomposer. Et le cinématographe, c'est ça. Et ça, c'est grâce à notre à notre biologie, c'est grâce à nos yeux que ça marche. Parce que ça s'appelle la persistance rétinienne. Quand vous regardez une lumière très vive et que vous fermez les yeux, vous avez encore l'image de cette lumière dans l'œil. Hein, voilà, ça c'est la persistance rétinienne. Et donc, par exemple, si vous montrez du cinéma à une mouche, ça lui fait rien du tout à la mouche. Parce que la mouche, elle a beaucoup, beaucoup d'yeux, et donc elle décompose le mouvement. C'est pour ça que quand vous voulez tuer une mouche, vous n'y arrivez pas, parce qu'en réalité, au lieu de voir ça, la mouche, elle voit ça. C'est ça qu'elle voit, la mouche. Donc, elle a bien le temps de filer pour ne pas se faire écrabouiller et finir au bout d'un hameçon. Donc, la persistance rétinienne, c'est le secret de la cinématographie. Donc, il y a voilà, on est fabriqué. Donc, c'est pour ça que la vitesse de défilement de ces images, c'est 16 secondes. S'il y a moins de 16 secondes, ça commence à sautiller. Et le mouvement, la décomposition du mouvement, ben, on commence à l'avoir. Tandis que après 16 secondes, c'est parfait. Au-delà de 16 secondes, si on met 32 images secondes, par exemple, alors à ce moment-là, ben, c'est de l'accélérer. C'est ce qu'on voyait, tu sais, dans les années 60, 70, où on voyait des films de Charlot, par exemple, où on voyait tout le temps sautiller, ou les films Lumière aussi, on les voyait tout le temps sautiller. Puis un jour, parce on les passait à 32 images secondes. Puis un jour, on s'est dit, mais après tout, qu'est-ce que ça ferait si on est passé moins vite? Et tout d'un coup, on a vu une image normale. Et le ralenti, par exemple, eh ben, en réalité, c'est filmé très vite. C'est ça, oui. C'est filmé très vite et après, on passe ces images à une vitesse normale. Donc là, ça ralentit. C'est tout des secrets de Ouais. famille, ça, et pas que de famille qui sont après été inventés, sauf justement le ralenti, tous les trucages de cinéma ont été mis au point par le grand et formidable Georges Méliès, Tu as qui est cité pour son moi nom. un des pères du cinéma. Dis-moi, à l'époque, ça doit être Mm. assez étonnant, c'était les frères Lumière qui avaient la main mise là-dessus. Il y avait de la concurrence à l'étranger. Les États-Unis étaient un peu d'avant-garde là-dessus, Alors, pas du tout. le son n'est pas très bon. Peux-tu... Je te disais, Aux États-Unis, ouais, est-ce qu'il y avait j'ai de la pas compris. concurrence? Est-ce que Oui, tu avais, parce que le cinématographe, il y a beaucoup d'histoires qui disent qu'il est né à Lyon. Il y a une grosse discussion pour savoir quel est le premier film. Est-ce que oui, c'est la sortie des usines Lumière ou est-ce que c'est le train qui rentre dans la gare de la Ciotat? Mais comment ça se fait que ça a été publié?
Ça a été créé D'accord, quand ok. il y a un... Ouais. Alors, le premier film tourné par Louis Lumière le 19 mars 1895, c'est la première des 4 sorties d'Usine Lumière. Il a donc tourné un film qu'il a présenté 3 jours après, 2 jours après, à, à la Société d'encouragement à l'industrie nationale à Paris. Donc ça, c'est le tout premier film tourné avec la caméra dite zéro, qui se trouve au CNAM. Donc il a fait ce premier film. Alors, encore une fois, la photographie, c'est un négatif. Et sur ce négatif, on tire des positifs. Il faut revenir un peu à l'ancienne méthode. Donc, à force de tirer des positifs sur une pellicule négative, le négatif s'abîme. Donc, le premier problème, c'était de trouver ce support, ce film nitrate, ce film en celluloïd, oui, qui lui n'était fabriqué qu'aux États-Unis par George Eastman, par la maison D'accord. Kodak. Donc, c'était déjà des films d'importation. En France, on essayait d'en fabriquer, entre autres quelqu'un qui habitait à Boulogne-sur-Mer qui s'appelait Planchon, qui est venu après à Lyon chez Les Lumières fabriquer ces films. Bon. Donc, les tout premiers films, les 10 premiers films, sont les films qui sont à l'Institut, qui ont été projetés tout au long de l'année 1895. Il y en a eu à peu près 16, il y a eu 16 projections, et pas du tout une ou deux comme on le pense, c'est pas vrai du tout. Il y a eu les frères Lumière et Antoine Lumière et leur famille ont projeté des films, les films Lumière. Donc, le premier, c'était la sortie des usines au mois de mars. Après, à Lyon, Louis Lumière avait tourné d'autres films, dont, euh, la, dont La place des Cordeliers. Ça, c'est un des tout premiers. C'est pas trop c'est à quelques jours près. Et puis, il y a d'autres films aussi. Il y en a un qui a été perdu, aussi avec ce fameux Jules Janssen, le directeur de l'observatoire qui a photographié la Lune, Vénus, qui lui a été cinématographié par Louis Lumière au début juin 1895, parce qu'à Lyon, à cette époque, il y avait un congrès national des photographes amateurs. Voilà, le plus clair possible. Donc, il avait demandé à notre camarade Jules Janssen, avec un autre personnage, je crois qu'il s'appelait Bourguignon, pardon, de faire un dialogue comme on est ensemble, un peu aujourd'hui. Donc, il les a cinématographiés. Et ensuite, le lendemain, Louis Lumière a développé le film et a montré ce film aux gens qui étaient dans la salle. Ils étaient plus de 400. Et alors, ce qui est quand même assez dingue, c'est il a demandé à Janssen et à Bourguignon, je crois que c'est ce nom, oui, de passer derrière l'écran et de post-synchroniser leur voix sur leurs lèvres. Donc, le premier film parlant de l'histoire du cinéma a été projeté le 3 juin 1895 à Lyon, dans le salon Monnier, Place Bellecour. D'accord. Bon, Alors, il y a un autre après, truc, oui, oui, je dis, il y a un donc, autre truc assez, il y a un autre truc assez rigolo, c'est donc il y a eu un film qui est un peu connu puisque c'est l'entrée du train du dans la gare train. de la Ciotat. Et il Oui, paraît que le public a pris peur parce qu'il a cru qu'il allait se prendre le train dans la absolument, oui, figure. Et ça veut dire absolument. qu'on n'était pas habitué à ce genre de choses. Ah L'être ben, pas humain, du non? tout. Pas du tout, parce que bien sûr, c'est compliqué de se remettre dans cette époque. Je donne toujours comme exemple, c'est un peu comme s'il y avait une soucoupe volante qui atterrissait place Bellecour ou à la Oui. Concorde. Oui. Ça, c'est quelque chose que quand tu n'as jamais vu les choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, bon, on n'a plus du tout d'étonnement, et en effet, les gens ont pris peur. Enfin, il y a eu plusieurs journalistes ou dans plusieurs bouquins où cette histoire est racontée. Dans ce film, lui, il n'a pas été tourné en 1895, il a été tourné en avril 1896 où Louis Lumière pose sa caméra à la gare de La Ciotat, du côté du train qui arrive de Marseille.
Et donc, il tourne ce film, et en effet, quand il a été projeté au public, les gens ont pris peur parce il y avait des gens qui, auparavant, quand ils allaient au cinéma, mettaient le nez derrière l'écran parce qu'ils pensaient qu'il y avait quelqu'un derrière l'écran. Oui, tu sais, les souvenirs, je pose toujours une question quand je parle du cinéma ou quand je fais des conférences, je pose toujours la même question au public. Donc, comme ça, le secret sera dévoilé, mais c'est pas grave. Il n'y a que quelques millions de gens qui nous écoutent. Je demande toujours aux gens quels sont leurs premiers souvenirs de cinéma. Quand est-ce qu'ils sont, à quel moment ils se souviennent d'être allés au ciné? Donc, la réponse qui m'intéresse, c'est pas du tout de savoir s'ils sont allés voir, comme moi, La Grande Vadrouille à l'âge de 7 ans, mais c'est surtout l'âge des gens. Or, le souvenir, le premier souvenir que l'on garde, on est enfant, voire petit enfant. Or, de sa petite enfance, Alain, on n'a pas tellement de souvenirs de sa petite enfance, Bah non, hein. Mais la plupart des gens ont celui-là. Je pense que c'est pas pour rien. Et je pense que le fait de voir quelque chose bouger sur un écran, c'est faut revenir quelque part un peu à nos origines animales, où quand on voyait une grosse bête nous foncer dessus pour nous bouffer, ben on cavalait bien vite. Il y a, je crois, quelque chose là-bas derrière, hein, dans notre hypothalamus, qui fait que c'est quelque chose qui vous marque. Donc, quand on est adulte et que tout d'un coup on est face à ça, c'est comme si on était face à une soucoupe volante. Moi, je donne cette analogie quoi, pour expliquer un peu aux gens qu'est-ce qui fait pourquoi on est là. Et pourquoi les gens sont partis en courant ou se sont levés de peur en croyant que vraiment le train allait leur tomber dessus. Donc ça, c'est vrai. les C'est bonnes vrai. choses ont malheureusement toujours une fin. On est presque au bout de cette Presque au belle bout du bout. intervention, si je peux me permettre. Bah oui. Ouais. Merci en tout cas Alors, de... il y a une date sur laquelle je veux revenir, c'est le 19 mars. Oui, C'est une date oui. annuelle ici à Lyon, puisque c'est le grand Hmm. public qui peut venir faire la sortie des usines Lumière. Mais si vous faire plaisir, pour la 16e fois, c'est le prix Lumière de D'accord. 2024. C'est Isabelle Huppert qui va être présente demain après le Hmm. brunch. Donc, je demande aussi à Lisa Bon. Prévost, 14h, 14h30, demain, donc ce samedi 19 octobre, que va être effectuée Hmm. la sortie des Lumières par les gens qui travaillent au sein de l'Institut Lumière, Hmm. par des artistes, etc., Oui, etc. Et puis par Thierry Frémaux, qui a toujours son vélo jaune. C'est une question de principe et tout pour lui. Donc, n'hésitez pas à vous faire d'accord. plaisir si vous êtes dans les environs de Lyon. Venez demain, ça vaut la peine. C'est un truc à voir. Et puis, évidemment, ben, si vous voulez découvrir plein d'autres choses avec Marc, comment on fait pour te retrouver? Tu as un site internet, tu as un endroit où on puisse... Oh, ben, vous pouvez regarder sur Facebook, je colle des choses de temps en temps, mais enfin, je ne suis pas très, très actif là-dedans. Je Eh préfère ben, passer des moments avec vous sur vidéo et c'est plus sympa. Voilà. d'accord. Eh ben, moi, je vais te remercier et Moi c'est qui un vous remercie. peu la clôture de tous mes invités de cette édition 2024 du Festival Lumière. Merci d'avoir pris ce temps-là et puis Merci, merci à merci d'être toutes et à toujours tous. aussi passionnant. C'est Salut à toi. gentil. Ciao, ciao. Merci.